Et donc là, je bastonne, j'achète de la pub du matin au soir. T'as fait des journées où je fais des journées à 20 000 balles de marge. C'était hallucinant. Tu as Facebook qui arrive, et là, je me mets à créer des grosses communautés jusqu'à réunir 20 millions de personnes. Ah ouais, 20 millions, mais attends, ouais, c'est zinzin. J'avais tout. C'est quoi ta passion inavouable? Inavouable? Ouais. C'est marrant comme question. Bon, c'est parti? Ouais, je peux café ou... Ouais, vas-y, non, c'est bien, bien, moi, je trouve. Ouais, ça fait tranquille. J'aime bien quand c'est un peu conversation de café, les podcasts. Parfait, on fait ça alors. Vas-y. Bon, Thibaut, merci de venir sur le podcast. Il s'appelle Père Castor, raconte-nous ton histoire. On a de la chance d'avoir Thibaut ce matin parce que c'est une vraie bataille de l'avoir. Et tu m'expliquais que tu étais... c'est marrant, on peut reprendre la conversation parce que c'était assez intéressant. Tu disais que tu étais... Donc TDAH, c'est quoi? Troubles dissociatifs de... c'est en gros, c'est des troubles, soit de la concentration, soit de l'hyperactivité. Je crois que tu en as même d'autres. Ok. Et c'est un truc qui n'est pas vraiment diagnosticable. Enfin, j'ai jamais trop compris, j'ai jamais été diagnostiqué en soi. Ouais. Mais avec le temps, avec l'entrepreneuriat, tu apprends à te connaître, etc. Tu creuses un peu en toi. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de concentration. Okay. Et du coup, je mets en place plein de choses dans mon quotidien pour essayer de gérer ça. La lecture? Plusieurs choses. J'ai arrêté. Donc là, je prends le café ce matin, donc je suis anti, mais j'ai quasiment arrêté le café à quasi 100%. Okay. En tout cas, quand j'ai des journées où je sais que je suis chez moi, que j'ai besoin d'un gros niveau de concentration. Si je suis en déplacement, etc., j'ai besoin d'un petit coup de jus en podcast, oui. Mais sinon, j'ai arrêté le café quand je bosse depuis chez moi. Donc ça m'a vachement aidé. Parce que ça te donne trop d'énergie et du coup, tu te disperses? En fait, j'ai remarqué que j'ai acheté une montre qui mesure un peu ton sommeil. Ouais. Et en fait, quand je l'ai mis, j'avais 20 minutes de sommeil profond et 20 minutes de sommeil paradoxal par nuit. Ce qui est très peu, c'est quoi? C'est une heure? Ce qui est pas bon, il faut plutôt être 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai testé plein de trucs et en arrêtant le café, j'ai eu tout de suite une amélioration du sommeil très importante. Et tu le Parce sens que ça sur le dérègle la cortisol en fait. Ok. Et donc tu peux avoir des pics d'énergie en pleine nuit et tu te rends pas compte, mais ça te réveille et ça te sort du sommeil profond. Ok. Et donc ça, je fais ça. Je travaille avec une appli qui s'appelle Brain FM. C'est des sons un peu neuronales qui te mettent dans un espèce de flow. Pareil, mec. Ça, je fais ça aussi. Moi, quand je dois taffer, j'ai un mec qui a un truc là. En ce moment, je suis à fond. J'écoute que lui. C'est un mec, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un instrument en rond, tu sais, où il y a des trous. Et tu sais, ils appuient dessus et ça fait. Je vois. Tu vois le truc? Ouais, je vois. Et moi, j'écoute ça. Ou des trucs, des infrasons subliminaux sonores, où je les écoute. Genre, en fait, dès que je taffe la journée, je mets ça. Et du coup, ça me permet de... Mais ça se trouve, je suis pas exactement... C'est possible, il y en a beaucoup dans les entrepreneurs et qui le savent pas forcément. En fait, moi, je me rends compte juste que... Pour me discipliner, tu vois, tu parlais d'agenda. Moi, c'est un peu une torture, mais je m'efforce au maximum d'envoyer systématiquement les invitations, etc. Machin. Je note tout dans mon agenda. Et c'est le truc que je suis, c'est ma roadmap, parce que sinon j'oublie les trucs ou je pars sur autre chose, etc. Et tous les jours, maintenant, j'ai le process. Tu vois, je réponds à mes mails, je réponds à mes messages WhatsApp, je sais ce que j'ai à faire. Et puis, j'ai un autre truc aussi, je sais pas si tu as mis ça en place, mais du coup, moi, peut-être qu'on a une personnalité un peu similaire là-dessus. C'est que, du coup, excellent pour faire du réseau, rencontres, etc., machin, ouvrir les portes, lancer le business, mais beaucoup moins bon, bien moins bon, voire mauvais, sur la partie exécution, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai des associés, une équipe derrière, et tant mieux aujourd'hui, parce que du coup, plus tu avances dans le business, plus tu peux staffer, et donc plus c'est facile. Mais du coup, qui font tout derrière, et qui font tout au carré, au cordeau, et ça permet d'avoir quelque chose de carré, parce que sinon, moi, si je dois m'occuper de tout seul, c'est pas bien fait. Honnêtement, c'est pas bien fait. Pareil, un peu même posture, dur à structurer. Je m'ennuie quand il faut après scaler l'entreprise, la structurer, etc. Donc, mais t'es peut-être du coup. Ouais, je sais pas. Renseigne-toi. Je crois qu'il y a un tiers des entrepreneurs qui sont TDAH, et je crois que c'est un énorme pourcentage des millionnaires et des milliardaires. Ok. Il y a eu après, j'ai l'impression que tous les troubles, genre psychopathe, machin, nanana, tous les trucs comme ça, dès que t'es entrepreneur de bon niveau, t'as la moitié, sinon les 2 tiers. À chaque fois, il y a des mecs qui ont des troubles à gauche, à droite. Ouais, il y a beaucoup d'hyperactifs. Tu regardes hier soir, je pense qu'Alexandre, tu vois, comme il est là à la pêche, lui, je pense qu'il est hyperactif. Ouais, c'est pas impossible. T'en as beaucoup. Moi, j'arrive maintenant à les griller un petit peu.
Et donc, mais après, quand tu apprends à te connaître et que tu. Ouais, bah bien sûr. Et ça fait une force aussi quand. Ça peut être. En gros, quand tu as ces troubles, tu peux avoir des points de vue sur le monde Mm. un peu très différents, des façons d'aborder les choses qui sont vraiment contre-intuitives. Mm. Et du coup, dans le business, c'est super utile pour l'innovation, ou typiquement, pour moi, quand je prends la parole sur les réseaux sociaux, je vais arriver à parler d'un sujet avec un angle d'attaque, mais complètement nouveau. T'es Et donc, tu créatif. as un côté créatif, ouais, Ouais. qui ressort. Mais je pense que je le suis pas autant que toi, mais j'ai peut-être un. Je sais pas si. Je pense pas avoir le trouble, etc. Mais tu vois, je pense que j'ai un biais en tout cas dans ce sens-là. Quand T'as tu plein de décris ce que tu niveaux, en dis. fait. T'as plein Ouais, de niveaux. je pense que je suis niveau faible peut-être, mais du Mm. coup, dans ce que tu dis, enfin l'agenda, etc., machin, je suis tout Ouais. pareil. Enfin, je suis obligé de. Mais tu verrais mon agenda. D'ailleurs, toutes les tâches que j'ai à faire en récurrent, je les mets dans mon agenda tous les jours. J'ai une fiche. Ah, tu gères en time slot, toi? Ah, mais je suis. Ok. En fait, je suis obligé et ça me contraint de le faire. Sinon, je le Ah, fais pas. Hein. je suis pas passé encore au time slot. Moi, j'essaye d'avoir l'agenda le plus vite possible. Ah Moi, ouais, quand bah, j'ai moi, c'est à l'inverse. J'essaie d'avoir l'agenda Ok. le plus plein possible. Ah, c'est marrant. Ouais. Moi, j'aime bien quand je me lève et que j'ai zéro rendez-vous, rien. Moi, Ah ouais j'essaye d'avoir zéro rendez-vous, d'être 100% le matin, je me lève. Je peux écrire, aller faire ma petite marche de 10 km tous les jours, aller Ouais. faire mon sport quand j'ai envie, et créer, créer Ah de bah la tu vois, vidéo. là, par contre, créer- on est complètement différents. Moi, c'est tout l'inverse. J'aime bien quand mon agenda, il est full. Enfin, moi, en fait, il y a rien c'est de marrant. plus. Il y a un truc que je déteste, c'est j'arrive, j'ai mal anticipé mon agenda. Parce que du coup, je me fais des petits kiffs. Genre, je prends des rendez-vous 2-3 semaines à l'avance. Comme ça me permet de lisser mon agenda. Parce que si je m'écoute moi, en fait, je vais tout concentrer sur Ouais. quelques jours. Et donc, du coup, après, j'ai pas 120 000 rendez-vous. Donc, en fait, au bout d'un moment, ça va condenser. Et puis après, hop, j'ai moins de choses à faire. Et donc, du coup, ça, j'aime pas. Tu vois, moi, j'aime bien avoir constamment des trucs à faire. Et donc, je me bloque un maximum de rendez-vous pour pouvoir être full. Et je déteste, par exemple, me lever le matin, avoir quasiment pas de rendez-vous le lendemain ou le surlendemain. Ce qui était le cas au début quand je me lançais. Parce que t'as moins de. Et t'as pas de message WhatsApp parce que t'as pas trop de business au départ, t'as pas de mail à gérer, etc. Moi, il y a rien de plus. J'adore avoir genre 10-15 mails non lus, pas trop non plus, des trucs à traiter parce que je sais que si j'ai un moment de pause, eh ben, je sais quoi faire. Tu vois, je déteste prendre le métro par exemple et être là et rien foutre. J'adore Oui, ça. répondre à 10 000 Ouais. messages, je me dis j'optimise mon temps, tu vois. J'ai cette notion-là où je la sens Ouais, confortable. ça, l'optimisation, je fais, mais j'avoue que ouais, moi, j'aime bien que ma messagerie soit vide, d'avoir très peu de sollicitations. C'est pour ça que je vise plutôt, moi, d'avoir très peu de clients, mais des très très gros qui payent très cher. Ouais, Et je fais un call d'une demi-heure avec eux par semaine. ouais. Et le reste du temps, je bosse. Il y a très peu d'allers-retours. Et donc, j'aime bien que ce soit. En fait, maintenant, j'optimise vachement pour la créativité parce que mon focus, Mm, c'est vraiment de devenir un super créateur. mm. Et en fait, quand je suis trop noyé dans la prod, je crée plus de choses que je trouve intéressantes, qui sortent du lot, qui sont vraiment des réflexions profondes. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir un agenda un peu libre, ça me stimule vachement la créativité. C'est pour ça que j'essaye de voyager aussi de plus en plus. Ça me stimule beaucoup. Et puis après, ça a des avantages. Du coup, je suis assez... tu vois, là, j'ai oublié le rendez-vous, mais j'ai un agenda assez vide. Mm. Donc, je suis assez disponible quand quelqu'un veut me voir pour une opportunité business. Sauf ou, quand t'es pas en France, mais. sauf quand je suis pas en France. Mais sinon, du coup, je peux être assez dispo. Bon, après, j'ai quand même des rendez-vous. Généralement, dans ma semaine, j'en ai quand même souvent 1, 2, 3 dans la journée. Mais ça peut arriver que j'ai 2-3 jours vraiment avec un agenda vide. Ça arrive aussi. Ouais, bah après, je pense qu'il faut juste être à l'aise et kiffer enfin, l'agenda, comment il est organisé et ce que tu fais au quotidien. Mais en tout cas, moi, actuellement, je suis dans une période où je pense que ça me fait du bien d'être dans cette situation qui est relativement rassurante, de se dire, bah, t'as du business qui rentre, t'as des choses à faire, etc. Machin. Ouais. Après, ça m'empêche pas de qu'il ait une tâche très très vite, tu vois. Genre le plus vite possible. C'est pas parce que j'ai un rendez-vous qui doit durer 1h30 sur mon agenda qu'il doit durer 1h30, tu vois. Oui, On fait ça peut... les échanges de bienséance au départ qui durent entre 5 et 15 minutes selon la personne que tu as en face et après c'est straight to the point, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que bah, j'ai souvenir, c'est pas si vieux que ça, hein. Je pense il y a 3 ans, bah, quand j'étais encore à Audencia, je pense la dernière année Mais d'Audencia. t'es jeune, du coup? T'as quel âge? Ouais, j'ai 25 mois. Ah ouais, ok, Ouais. ok. Toi, t'as quel âge? Putain, je suis vieux par rapport à toi, ça y est. Bah, t'as les cheveux blonds, déjà. 34. Ouais, et ouais. Mais je les avais bien avant les 30 ans, malheureusement. 34. Mais tu vois, quand j'étais à Audencia, je me souviens, j'avais. Enfin, je te raconterai, Non. mais je me souviens,
c'était compliqué, tu vois. T'as ton agenda qui se remplit pas. Là, j'ai un copain qui lance sa structure, il est dans la même situation. Je lui ai dit, t'inquiète, il s'appelle Pierre. J'ai dit, t'inquiète, Pierre, c'est normal, ça se met en place, etc. Machin. Mais je trouve qu'il y a un moment. Bah, toi, du coup, c'était agréable pour toi, j'imagine. Mais ces 6 premiers mois, cette première année, voire même probablement plus longtemps pour beaucoup d'entrepreneurs, bah, t'as pas grand chose qui se passe. T'essaies de créer du business, mais les gens, ils s'en fichent un peu. T'es nouveau. La manière de présenter ton truc, elle est pas très claire. Donc les gens, ils passent vite à autre chose. Et donc, c'est délicat au départ. T'as pas de cheveux blancs au début, du coup, tu vends moins. C'est vrai Moi, que ça a ça été joue, game hein. changer. Moi, c'est ça, moi, qui m'a aidé. La Depuis que je barbe, laisse pousser ouais. la barbe, bah, du coup, ça me vieillit bien, tu vois. Je pense, imaginez quoi, j'avais entre 30 et 35, quelque chose comme ça, peut-être. Ouais, la trentaine, autour Ouais. de la trentaine. Et du coup, ça joue énormément, surtout dans l'IMO. Parce que l'IMO, les Ouais. gens, ils ont besoin d'être rassurés. Et Quand donc, t'es trop jeune. si t'es trop jeune, ça aide pas. Moi, je sais que j'ai commencé quand j'ai eu des cheveux un peu blancs, j'ai commencé à augmenter mes tarifs, à être plus crédible au niveau des gens. Et je fais encore très très jeune. Et des fois, ça me pose encore des problèmes aujourd'hui, hein. Ouais, Parce qu'il y a des gens, ils peuvent me donner 25 piges. ouais, bah les cheveux Donc, blancs, normalement, ça t'aide. Ça grille un peu maintenant, ouais, les cheveux blancs, je suis un peu plus 30 ans maintenant. Ouais, Mais si j'enlevais les cheveux blancs, je suis sûr qu'on me redonnerait 25. ouais, c'est Et possible. des fois, dans le business, parce qu'en France, on paye beaucoup à. Moi, je trouve, c'est un gros reproche que je fais à la France, on paye beaucoup les gens en fonction de leur nombre d'années d'expérience. Ouais, C'est-à-dire en France, si tu n'as pas 10 ans et que tu n'es pas, entre guillemets, un senior, tu ne mérites pas d'avoir un TJM à 1005. Donc tu dois... moi, je me souviens, quand j'avais 25 ans, les gens, ils refusaient de me payer un TJM, tu vois, au-dessus de 500, 700 balles, parce que j'avais 25 ans. Et genre, moi, ça, j'ai jamais compris. Et c'est souvent pour ça que... déjà, j'ai jamais compris pourquoi les salariés devaient attendre 10 ans pour passer quand tu sors d'une école de commerce, de 3 000 euros à 7 000 balles par mois. C'était hors de question pour moi d'attendre 10 ans pour gagner 10 000 balles ou 7 000 balles. Après, j'ai jamais compris qu'on me bloquait sur des TJM à 500 ou 700. Donc maintenant, je vends pas du TJM, je vends des packs, des offres, et puis c'est tout, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Là, j'ai un associé sur une structure qui est très, pour le coup, qui est assez âgé. Il a 62 ans. Et bon, il a un réseau long comme le bras. Enfin, il nous aide sur plein de trucs. Et moi, il m'a dit, tu vois, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, Amaury, je le dis toujours, mais peut-être que je vais prendre le réflexe à terme, mais il m'a dit, dis plus ton âge. Dis quand tu dis pas ton âge, en fait. Parce que ça peut te porter préjudice. Parce que les gens vont s'imaginer que t'as... en plus, plus t'es âgé, tu vois, quand t'as 35 ans, t'imagines que les gens qui sont autour de toi, ils font partie du même réseau, ils ont à peu près le même âge, etc. Quand t'es avec des gens de 45 ans, bah, ils t'en donnent 38. Quand t'es avec des gens de 38 ans, ils t'en donnent... Et donc en fait, c'est vrai que je l'applique pas encore, mais ça joue beaucoup, parce que les gens, comme tu dis, imaginent une certaine expérience, certaines choses, et donc ouais, c'est... Je pense que voilà, c'est assez délicat et c'est dommage parce que ça sert beaucoup dans pas mal d'activités, mais dans la nôtre, en tout cas sur l'investissement immobilier et l'immobilier au sens large, c'est pas forcément ce qui aide le plus. Mais même dans le digital, hein, moi j'avais ce problème en tant Je pense qu'agence que... digitale. Ah ouais ouais. J'ai l'impression que ça fait un peu mec qui est chaud parce qu'il a réussi à le faire très jeune et du coup le digital ça fait cool, tu vois. Maintenant un peu plus, peut-être maintenant que c'est un peu plus... Maintenant je remarque que t'as beaucoup de personnes qui vont acheter des formations, des accompagnements à des petits jeunes qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. Moi, j'ai mon petit cousin qui vend qui était là hier, qui vend quelques trucs à des personnes plus âgées et qui sont intéressés à l'idée d'avoir une approche un peu plus jeune. Il s'appelle comment ton petit cousin ? Artus. Ah bah c'était lui qui était là, ok. Qui discutait avec Alexandre. Exactement. Ok. Ouais, c'est mon petit cousin. Je l'ai poussé à se lancer sur LinkedIn aussi. Ok. Je le mentor. Il travaille chez une de mes clientes. En setting. Et en digit. Donc, mais tu vois, il arrive, ça me surprend parce qu'il arrive à vendre des coachings. Alors que moi, quand j'ai démarré dans le web, quand tu avais cet âge-là, tu pouvais pas. Donc je trouve que ça a un peu évolué. Ouais, mais est-ce que tu lui fais l'intro aussi ? Est-ce que ça aide pas ? Ça pas a forcément. évolué, mais non, il arrive à se débrouiller sans moi. Là, même avec Alex, tu vois, il vient aux soirées, il fait son bise solo. Il fait son bise, ouais. Il a pas. Alors des fois, oui. Mais la plupart du temps, il se débrouille solo. Mais en fait, peut-être le plus dur aussi, c'est un peu ce fameux 0 à 1. Et si ce qui est difficile, c'est qu'au départ, quand tu commences et que tu n'as pas de clients, on te demande quels sont tes clients. Ouais. Et donc, forcément... J'ai ce problème dans l'IMO, moi. Si tu arrives et qu'on te dit, et que toi, du coup, tu lui ouvres quelques portes au départ, ça lui donne peut-être confiance, ça facilite son discours, ça le crédibilise et ça permet de lancer aussi plus facilement.
parce que peut-être que c'est plus facile, un peu plus facile aujourd'hui, mais je pense que ça joue quand même de se faire... Enfin, quand t'as des gens qui t'ouvrent des portes à un moment donné, des gens un peu plus âgés qui t'ouvrent un réseau, ça te fait gagner un temps de dingue. Hein. Ah bah, c'est clair. Dingue. Il faut miser là-dessus. Bon, on a fait une grosse intro et en plus on a 1 heure, donc il faut qu'on aille assez vite. Le nom du podcast c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et l'idée c'est de remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Et moi en tant que castor, je vais mettre des barrages, qui sont schématiquement les questions que je vais te poser au fur et à mesure du podcast pour comprendre un peu comment t'en es venu là où t'en es. Ok. Mais avant qu'on revienne à ce premier souvenir, est-ce que en 1 minute, tu peux nous expliquer ce que tu fais, ton activité, ce que ça englobe, l'entrepreneuriat, l'immobilier, tout ce que tu fais au quotidien, Ok. d'un point de vue professionnel. Donc moi je suis entrepreneur depuis 14 ans. Aujourd'hui j'accompagne des dirigeants sur leur personal branding, beaucoup dans la finance, l'immobilier, la tech ou les proptech, donc les startups dans l'IMO. Et à côté je suis créateur de contenu, IMO, finance perso, sûrement que je vais ouvrir là dans pas longtemps aussi à des sujets plus larges, l'entrepreneuriat, etc. Je suis notamment très présent sur LinkedIn. Réseau sur lequel j'ai un gros focus où je poste 2 fois par jour et à côté je lance je suis en stratégie des petits paris moi, c'est-à-dire que je lance plein de petits projets qui me coûtent très peu d'argent à lancer et donc je vais en lancer par exemple 100 et je vais en avoir 4-5 qui vont fonctionner et qui vont compenser tous les autres et que je vais entretenir, renforcer, scaler. Et donc, en ce moment, je suis beaucoup sur un sujet de monétisation de mon audience. J'ai posté sur LinkedIn 1 an sans quasiment rien vendre, jusqu'à être élu Top Voice, à passer de 4 000 à 18 000 abonnés. Et là, je suis dans une logique de développement de produits. C'est qu'on en parle ensemble. Donc, je regarde un petit peu formation, accompagnement, je teste... Je tâtonne, je teste des choses. J'ai un accompagnement sur une promotion immobilière de maison individuelle que j'ai sorti et je monte là plusieurs offres de clubs de networking IMO. Une offre plutôt à 100 € par an qui a un petit ticket pour que mon audience puisse me découvrir sur un premier produit payant et avoir confiance sur le fait que quand elle me paye une petite somme, j'apporte beaucoup de valeur pour l'emmener ensuite sur des tickets un peu plus gros. Et j'ai aussi des dîners d'investisseurs à plus d'1 million de patrimoine que je fais avec Cécile, que tu connais, où là on réunit des investisseurs qui veulent plutôt faire le 1 à 10 millions et qui veulent aller aussi développer leur business, donc avec une audience là un peu plus high level, on va dire, sur Paris. Ok. Donc aujourd'hui, si je résume, tu es présent sur LinkedIn, qui est ton canal d'acquisition finalement. Si je enfin, Ouais. Ça te permet de communiquer, mais si on réfléchit stricto sensu business, ça te permet aujourd'hui de communiquer, justement, de proposer des services comme ceux que tu as évoqués. Ouais. Et donc en termes de rémunération, tu lances, tu es un peu genre advisor, c'est toi qui les lances solo, c'est quoi ces petits business que tu as un exemple à nous donner Du coup, alors au début je l'ai lancé solo, mais c'est vrai que de plus en plus, tu vois, on en parlait avant dans ce qui est exécution du business, structuration, etc. Je m'amuse moins. Je suis beaucoup plus fort sur le fait de communiquer, de faire la strat, d'avoir l'idée, de mettre en place la commercialisation. Donc, de plus en plus, je regarde pour m'associer aussi à des personnes. Tu as un exemple de projet que tu as fait, genre en quelques chiffres, ça donne quoi? Enfin, j'ai pas du tout d'idée. Tu dis des petits projets, ça veut dire quoi? Ça fait 3 000 € par mois Par exemple, le club que j'ai lancé à 100 € par an, tu vois, je l'ai lancé il y a 1 mois. On a une vingtaine de personnes déjà qu'on souscrit. Ok. Donc ça va grossir, tu vois, tranquillement comme ça. Okay. Sur les dîners, du coup, là, que je fais en partenariat avec Cécile, là, sur le prochain dîner, on sera à 30, 40 personnes. Ouais. Sur mon accompagnement de construction de maisons individuelles, j'accompagne à peu près 5 personnes. Ok. Et donc, tu vois, je lance un petit peu comme ça. Et puis, je vois sûrement peut-être une formation aussi à venir, à voir comment je peux la vendre. J'hésite encore entre formation, accompagnement. Parce que j'ai une ligne édito, moi, un peu à la Hormozy aux États-Unis. Donc, je dis aux gens, suivez-moi, je vais vous aider à faire le 0 à 1 million de patrimoine sans vous vendre de formation. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui me demandent des formations finalement. Donc, en fait, peut-être que tu peux avoir une partie formation gratuite avec un upsell, avec une formation plus poussée payante. Je réfléchis un petit peu à tout ça sans non plus être trop agressif sur ma monétisation. Parce que je veux quand même garder ce truc de devenir un des plus gros créateurs IMO LinkedIn. Clairement, je trouve que le niveau est
assez faible sur LinkedIn, sur beaucoup de thématiques finalement. Et donc typiquement, je trouve qu'en IMO et en finance perso, il n'y a pas vraiment de super créateurs qui envoient beaucoup de valeur, qui permettent vraiment aux gens de se développer sans qu'ils aient potentiellement à acheter quelque chose. Et donc je sens qu'il y a clairement un truc à faire de ce côté-là, donc gros focus là-dessus. Alors moi j'ai juste une question, c'est comment tu vis aujourd'hui, de quoi tu vis, parce que le club où tu fais payer 100 euros, bon, si tu as 20 personnes, ça te fait 2000 balles. Donc, tu as donc le club avec Cécile, mais vous partagez, j'imagine qu'il n'y a pas de notion financière. Enfin, vous gagnez un peu d'argent, mais ça doit être marginal. Si tu as vendu 5 formations en IMO, même si tu les vends, ou alors tu les vends 15-20 000 l'accompagnement, je sais pas, mais du coup, c'est quoi qui te rémunère aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, du coup, je suis au début de la monétisation sur mes réseaux, donc j'ai vraiment... En fait, à la base, j'étais agence digitale. Okay. Et il y a un an et demi, en fait, en post-Covid, les prix de la pub ont augmenté à fond parce que toutes les boîtes se sont mis à acheter de la pub. Et tu faisais quoi, SEA ou SMA ? Je faisais sur les Meta, principalement. Okay, donc Facebook, Insta, les Native Ads. Et moi, je générais des leads pour les promoteurs. Je vais reprendre le fil après de mon historique. Et en gros... tu les aidais à vendre du Pinel ? Exactement. Salaud. On va y revenir, tu verras. C'est comme ça que j'ai fait pas mal d'argent. Ça a été un de mes gros succès. Et qu'est-ce que je te disais ? Comment je gagne ma vie ? Alors en fait, justement, j'ai pris la décision d'arrêter de bien gagner ma vie. Parce que je gagnais en agence entre 15 et 30 000 euros par mois en pilotant des campagnes de pub. J'étais média buyer. Et j'ai pris la décision d'arrêter, d'écraser mes revenus pendant un an. Et de me dire, il y a une opportunité sur la creator economy, le personal branding. Et en fait, quand tu es à fond dans la prod, dans le métier d'agence, etc., c'est un métier qui gagne bien. Tu peux faire beaucoup d'IMO, investir et moi, tout j'ai ça. l'impression que la plupart des agences, les mecs, ils font tous de l'argent. Ouais, ça ramasse bien. C'est un super métier pour les jeunes. Moi, je leur conseille à tous de se lancer en montant une agence. En étant freelance agence. En ads, j'ai l'impression que tous les gens qui font ça, ils gagnent... Alors, ils font pas des millions. Quoique, il y en a certains, mais... Tu peux de temps en temps faire des pics. Moi, j'ai un invest, il fait 100 000 de résultats par mois, là. Sur Q4, en tout cas, et ils sont 5, hein. Ouais, non, c'est un super métier, mais c'est quand même assez... c'est quand même très prenant. T'es très dépendant des fluctuations des prix de la pub. T'es très dépendant des GAFA, des changements de format. Et donc, t'es beaucoup dans l'analyse. T'es obligé de lancer des A/B tests, des machins, connecter des logiciels ensemble. C'est quand même un vrai boulot. Moi, c'est un vrai boulot. Je l'ai fait pendant des années. Si tu compares à quelqu'un qui fait ça, qui est salarié à côté, c'est quand même extrêmement rémunérateur par rapport au temps que tu passes. En tout cas, quand je vois mes potes qui font ça, je trouve que c'est un business qui est un peu sous-coté. Tu passes du temps quand même, je pense que c'est un métier assez vorace quand même. Ah ouais ? Ils ont l'air de faire 35-40 heures semaine, mais ils n'ont pas l'air de travailler 70 heures semaine. Tu peux parfois quand tu fais ça, être sur des bonnes niches et te reposer un peu plus, etc. Mais tu as des périodes où si ta niche elle fonctionne plus, que tu as besoin de rechercher des clients rentables, etc., tu vas vraiment travailler à fond. Mais du coup, assez physique comme boulot, sympa, mais après avoir fait ça pendant 7-8 ans... Donc là, tu vis aujourd'hui un peu sur tes économies, le temps que tu lances cette nouvelle activité. Exactement. Je vis un peu sur mes économies, mais pas que. Je vends beaucoup de ghostwriting LinkedIn, moi. Donc je vends des... Ah oui, c'est vrai que tu as aussi cette presta-là. Je vis... j'ai compensé maintenant mes revenus d'agence en media buying par de l'accompagnement. Et donc, grosso modo, je vais être sur des tickets, tu vois, à peu près entre 3 500 et 5 000 euros par mois pour accompagner un dirigeant. Par accompagnement, où là, je vais poster quasiment tous les jours. Je vais lui mettre en place le setting, je vais lui chercher des rendez-vous. Et donc, tu vois, des clients comme ça, j'en ai à peu près 4 en fil rouge. Donc, j'arrive à rentrer, tu vois, mes 10-20 000 euros par mois en fonction des mois là-dessus. Mais c'est un métier pour rentrer. Avant, quand je rentrais ça en media buying, en agence génération de leads, ça me prenait beaucoup plus de temps. Là, j'ai musclé en fait pendant un an mon cerveau à écrire. Et donc, j'arrive quand même à écrire assez rapidement et à apporter beaucoup de résultats en y passant moins de temps que sur mes anciens métiers. Donc, ça me permet de dégager beaucoup de temps pour ma création de contenu. Et en plus de ça, ça entraîne mon cerveau à écrire. Parce que non seulement j'écris mes 2 posts par jour, mais j'écris pour mes clients.
Donc en fait, Et puis ça me toi, permet d'avoir un gros focus ça va là-dessus être sur être tempo- le meilleur dans l'écriture Ouais, bien sûr. et dans la création de contenu. À la fois, c'est un entraînement et en même temps, ça te Ouais. permet aussi de continuer à vivre le temps Ouais. de développer ton activité à côté. Donc, Et c'est sympa parce que t'as que des. Moi, je voulais plus travailler en fait pour des sociétés, Ok. d'avoir des responsables marketing en face de moi, Ouais. etc. Ça me gavait d'avoir des salariés en face. Ok. Moi, je vais travailler qu'avec des entrepreneurs. Ouais. Et donc là, j'ai affaire à des entrepreneurs qui sont plus fun, qui prennent des risques. Et donc, je rentre dans leur tête, ils me racontent leur quotidien. Et donc, c'est des entrepreneurs assez évolués. Parce que je vends quand même je suis plutôt sur la tranche haute. Ouais, 5 Des 000 prix euros par mois d'accompagnement, pour LinkedIn. LinkedIn, il faut pouvoir les mettre. Ouais. En général, je suis plutôt à 3 500, 4 000. Ok. Mais c'est quand même des gros tickets. C'est les prix marché, mais c'est quand même assez élevé. Il faut voir si ça Je te- vends de la qualité. Ouais. Je me bats pas sur le prix. Il y a des agences qui sont beaucoup moins chères. Mais par contre, je vais pouvoir aller parler de sujets plus techniques. Parce qu'en fait, les autres agences de ghostwriting LinkedIn, souvent, c'est des plus jeunes qui écrivent. Ils sont pas forcément capables de parler tu vois, de finance, de LBO, de M&A. Ils ont pas le 14 ans d'expérience en entrepreneuriat, donc ils ont plus de mal à rentrer dans la tête de l'entrepreneur. Ils sont juste freelance. Et donc, en fait, quand tu regardes un peu les ghostwriters qui ont une quinzaine d'années d'entrepreneuriat, qui ont plus de la trentaine et qui peuvent parler de sujets plus techniques, en fait, t'as pas grand monde du tout. Donc, je suis un peu sur un monopole personnel en étant niché, etc. Et donc, j'ai un attrait sur le marché qui est plutôt sympa. Donc, je gagne ma vie comme ça. Après, je rénove un corps de ferme, moi, tous les samedis depuis 5 ans avec mon frère. Okay. Là que je vais finir de rénover, je vais mettre en location tous les apparts et ça va me générer du coup quand même pas mal de cash flow mensuel. Ok. Et à côté, je vends quand même quelques accompagnements, quelques memberships. Donc pour l'instant, je suis là-dessus. Je ronge un peu mon frein parce que j'ai été habitué à faire des mois à 200, 300, 400 000 euros. Je sais le faire et je me suis un peu bridé. Et tu pouvais pas l'automatiser ? T'aurais pas pu garder cette agence ? Compliqué. Okay. Quand je faisais ça, j'étais focus sur l'achat publicitaire Tu faisais 300 de marge ou 300 de chiffre d'affaires ? 300 plutôt de CA, mais j'ai fait des années à 1 million de marge en étant solo avec du media buying, en vendant des leads aux promoteurs. Ok. Qui a été un de mes gros succès. On va pouvoir y aller. Est-ce que tu peux nous donner ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur ? Pour qu'on puisse remonter. Alors mon premier souvenir, je suis désolé, je vais un peu vite, mais on est timé. Non, il faut. Je vais la faire rapide. Moi, j'ai commencé le e-commerce quand j'étais étudiant à Londres, en 3e année d'école de commerce. T'étais où ? J'étais à London South Bank. Ok. Et en fait, t'es parti post-bac de Paris ? Ouais, c'était une école post-bac et t'avais la 2e année à Dublin, 3e à Londres. Donc j'avais fait ça parce que je voulais. Et c'était une école en France ? Oui. C'était quoi ? Elle n'existe même plus. Ok. ESI, AE, elle a été rachetée, modifiée, etc. Mais en fait, j'avais pris la post-bac qui t'envoyait le plus rapidement à l'étranger. Moi, je voulais être bon en anglais parce que j'étais nul. Et j'adorais la culture anglo-saxonne, le marketing, etc. Donc, j'avais trouvé l'école qui t'envoyait le plus rapidement là-bas. T'es de Paris initialement ? Yvelines. Ok, enfin Île-de-France. Paris, on va dire. Et donc, du coup, tu vas à Londres. Tu fais première année à Paris, 2e à Dublin. 3e à Londres. C'est ça. Et là, tu lances un premier business. Là, je lance un premier business parce que Sarkozy lance l'auto-entreprise. Oui. Et là, 2007 du coup. Comment ? 2007 Non, parce que c'est quand je me suis lancé en 2011 du coup. Ok. Normalement, c'est vraiment, je l'ai fait dans les tout premiers. Je croyais qu'il avait lancé dès le moment où il a été élu président, mais ok. Ah je crois pas du coup. Alors peut-être un peu après. Mais en tout cas, t'avais cette opportunité qui venait d'arriver. Est-ce que c'était cette année ou un an avant, je sais plus. Mais en gros, tu avais cette opportunité de pouvoir monter une boîte à l'étranger en 5 minutes sur Internet. Et à Londres, en fait, tu n'as cours que du lundi au mercredi. Moi, je commençais à faire la fête 4 soirs par semaine. Donc ça, c'est à Londres de manière générale ou c'était toi dans ton école ? Non, tu dis à Londres, en général, c'est un peu comme ça chez les anglo-saxons. T'as beaucoup de jours off pour travailler sur des projets perso, développer ton network, faire du sport, etc. Et puis là-bas, ils ont des... C'est plus long. C'est des études plus longues, mais comme aux États-Unis, tu peux faire 8 ans pour faire un master, mais où tu as moins de cours. Et ils ont des écoles de zinzin par contre. Ouais. Moi, je suis allé à Lancaster cet hiver, là, j'ai passé 4 mois en Angleterre.
l'université est incroyable. Ouais, là-bas, les unifs, c'est plutôt C'est cool. incroyable. Ça n'a rien à voir avec nos campus universitaires en France et même avec nos écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs. Hein. Ah oui, Ils ont des campus de c'est zinzin. trop Hein. bien. Non, mais c'est trop propre. Enfin, il y a vraiment une diff avec ce qu'on Ouais. fait, ce qu'on fait chez nous. Franchement. Alors moi, j'étais en ville, donc j'avais pas les beaux châteaux, un Ok. peu comme, tu sais, dans la vieille Angleterre. Lancaster, c'est incroyable. Hein. Je sais pas si t'es allé à Non, l'université. j'ai pas fait, mais j'en ai vu quelques-unes un peu dans ce style. Parce que tu vois, je suis allé à celle de Glasgow aussi. Ouais, ok. Tu sais, où ils ont tourné Harry Potter. Et elle était cool, mais elle était moins stylée. Genre, celle de Lancaster, elle m'a mis. Je me suis dit, ouais, c'est un autre game. Genre, en vrai, t'avais. Et d'ailleurs, j'ai compris pourquoi dans Harry Potter, elle avait réalisé genre Gryffondor, Poudlard, Serpentard, etc. En fait, là-bas, c'est normal, genre. En fait, vu que J.K. Rowling vient des UK, en fait, elle a. Tu sais, moi, je m'étais dit, putain, la meuf, elle est brillante, elle avait pensé à ça. Mais en fait, non, elle a juste repris un modèle qui était anglo-saxon. Ouais. Là-bas, ils sont tous dans des maisons, en fait. Genre, t'es sportif, tu fais ça, t'es machin. Alors, elle l'a adapté en mode Harry Potter, mais j'ai halluciné. T'es arrivé, l'université, elle est immense. T'as des infrastructures sportives qui sont incroyables. Genre, t'as des. En fait, tout le monde dort sur place. Donc du coup, t'as genre un internat gigantesque. Et en plus, on te place selon ce que t'aimes. Genre, t'es entrepreneur, tu vas là. Alors, entrepreneur, peut-être pas aujourd'hui, mais tu vois, t'as les sportifs qui aiment bien tel sport, les machins. Et ça, Trop j'ai bien. trouvé ça Moi, ça fou. me faisait rêver, ça. C'est pour ça que je voulais aller Extraordinaire. à l'étranger. Mais extraordinaire. Enfin, je trouve qu'ils sont bien plus avancés que nous là-dessus. Hein. Ah oui. Largement. Ouais. Et puis ça donne vraiment envie, quoi, de surpasser quand t'es dans ce genre Mais d'ambiance. de ouf. Là-dessus, ils sont forts. Hein. Et donc, du On coup, manque tu un vas à peu de ça. Londres. Du coup, je vais à Londres, je lance un. À l'époque, tu as Alibaba qui arrive, tu as le statut auto-entrepreneur. Donc, je me dis, je vais lancer un e-commerce, tu vois, et je commence à regarder un peu les produits à Londres, à me balader à Camden Town, qui est un quartier un peu crowd culture, avec plein de produits assez marrants, assez innovants. Et du coup, je tombe sur des t-shirts un peu qui clignotent, qui réagissent au son. Je me dis, tiens, ça a l'air d'être un bon petit produit, ça peut s'acheter, ça peut s'offrir en cadeau. C'est un petit truc que tu vas sûrement acheter sur Internet, ça n'existe pas en France. T'avais les Baby Mello ou je sais pas quoi à cette époque, non? Non, c'était des equaliseurs, t'avais une sorte de batterie dans la poche. Ok. Et en fait, avec le son en boîte de nuit, Oui, mais ça c'était la ça même, clignotait, c'était la même marrant. période que les trucs où t'avais les machins là. Et moi, quand j'étais au collège, j'avais ça. C'était genre des petits singes un peu. Et tu retournais et ça te faisait les paillettes sur le. Tu te souviens de ça? Ah non, j'ai pas. Non, mais c'était pas le même, mais du Ouais. coup, c'est la même période. Ok. Ouais, à peu près. Ok. Oui, sûrement la même période que ça. Ça, j'ai Ok. pas trop connu, j'avoue, mais ça me parle. Ça me Ouais, parle. ouais, j'avais ça, mais putain, ça a disparu complet quoi. Mais c'était incroyable. Enfin, au collège, c'était. C'est les modes. Ouais, c'est fou. C'est ça, ouais, c'est les modes. Donc je me suis dit, je vais me mettre là-dessus. Donc je commence à la référencer, donc à apprendre le SEO, parce qu'à l'époque, il n'y avait Ok. pas les réseaux sociaux, donc la seule source trafic, c'était le SEO. Ouais. Donc je commence à devenir un bon crack du SEO. Je mets mes premiers sur tous mes mots-clés en 3 mois. Ok. Je fais beaucoup de backlinks et ça monte tout de suite. Et je fais assez vite 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ok. Problème, c'est qu'en e-commerce, plus tu grossis, plus tu achètes du stock parce que tu Ouais. vends plus et en fait, tu gagnes jamais d'argent. Ok. Donc je faisais du chiffre, mais je réinvestissais dans le stock. Donc avant de gagner de l'argent, il m'a quand même fallu plus d'1 an. Ok. Donc je faisais 10 000 euros de CA en sortant de l'école, mais je pouvais me verser qu'un salaire de 500 balles, 700 balles. Ok. Tu vois. C'était pas fou. Ah, tu faisais pas beaucoup de marge? Si, mais tu réinvestissais dans le stock. Parce qu'en fait, je vendais au début 2 Ouais, t-shirts mais- par jour, puis 4, puis 10. Ok. Et donc en fait, la taille de mon stock, elle faisait que d'augmenter parce Ok. que je devais pouvoir encaisser le volume. Ouais. Ok. Donc en fait, je rachetais plus de stock. Donc Ouais, ma ok. marge, en fait, je la mettais dans le rachat de stock. Ouais, ok, tu rachetais du stock, mais t'avais quand même de la marge qui grossissait. C'est juste J'avais que tu de la marge l'encaissais pas, brute, quoi. tu vois, Ouais, mais ouais. si t'enlevais le stock, Ouais. pas beaucoup. Ok. Donc Et ça, le risque, c'est que ton stock n'ait plus de valeur parce que ça se vend Exactement. plus vu que ça se passe de mode. Ok. Exactement. Donc ça, c'est le risque du e-commerçant qui a du stock. Et donc, j'ai grossi un peu comme ça. Ensuite, j'étais bloqué en SEO, donc je me suis dit, soit je lance des nouveaux produits, Ouais. soit je trouve une nouvelle source de trafic. Et donc là, en fait, tu as Facebook qui arrive, et là, je me mets à créer des grosses communautés jusqu'à réunir 20 millions de personnes. Ah ouais? 20 20 millions, mais attends, c'est zinzin. J'avais beaucoup de pages. Ok, c'était Donc pas. j'étais un Ah, mais des oui, c'est vrai que précurseurs là-dedans. c'était une époque où tu faisais des pages, où tu faisais des Ouais. gifs et compagnie, machin. Ça, Et... ça partait. Ok. Ah, Donc c'est je me mets incroyable. à fond là-dedans. Putain, c'est marrant je que t'en parles. rachète, Ça rappelle des souvenirs. Bah ça. ouais. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs aujourd'hui qui ont beaucoup réussi, qui étaient dans les pages Facebook et que je connais, que j'ai côtoyé à cette époque-là. Ben, moi, je me souviens à l'époque, on était au collège et on avait. Alors, moi, je crois que j'avais rejoint une équipe qui avait monté. Alors, c'est pas 20 millions, hein, mais c'était 10 000 personnes sur une page.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est déjà très bien, en fait. 10 000 personnes sur une page Ouais. Facebook. Et à l'époque, c'était très cool. Mais 20 millions, du coup, t'avais quoi? T'avais 20 pages à 1 million? Enfin, c'était... C'était plein de pages à 300 000, 400 000, 500 000, quelques pages à 1 million. Ok. Et surtout, à cette époque-là, tu reachais 100% de tes abonnés, ce qui Ouais. n'existe plus sur aucun réseau social Oui, il y a de aujourd'hui. ça aussi, ouais. À l'époque, je faisais un post, t'avais 500 000 de portée sur chaque page. C'était hallucinant. Et du coup, je commence à racheter. Je me dis, il faut trouver des nouvelles sources de trafic. Il y a un nouveau réseau social qui arrive. Je vois que tu peux. Donc, en fait, j'étais un des premiers à comprendre que tu pouvais monter des audiences. Et quand tu avais des gens qui te suivaient, vendre des trucs. Ouais. Mais à l'époque, il n'y avait rien là-dessus. Il n'y Ouais. avait pas de blog, il n'y avait personne qui faisait ça, même aux Et États-Unis. personne faisait du business. Personne sur les faisait réseaux, du ou très business peu. avec des communautés en ligne. Ouais. Donc il y avait tout à inventer. Personne ne comprenait que ça avait de la valeur. Ouais. Et donc moi, je rachetais des pages à 500 000 abonnés, 200, 300 balles. Et le lendemain, je postais mes t-shirts et je faisais les 300 balles. Ouais. Et donc je me disais, c'est incroyable, je rachète un truc 300, le Ah, ça lendemain je valait gagnais 300 balles une page à Ouais. 500 000 abonnés. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Et donc le lendemain, je la rentabilisais. Ouais. Et puis après, je me disais, putain, mais tous les jours après, tu repostes et tu fais le même chiffre. Ouais. Là, j'ai commencé à avoir le levier du média, tu vois, ce Ouais. qui m'a matrixé à vie. Ok. Et j'ai commencé à comprendre qu'en média, Ouais. quand tu construis une audience, ça Ouais. te met toujours autant de temps tous les jours à entretenir cette audience, Ouais. sauf que tu touches toujours plein de monde Ouais. et qu'en plus, ça grossit. Ouais. Et là, j'ai commencé à décorréler vraiment mes revenus du temps que je passais à bosser. Donc, t'as Et là, acheté plus des pages. jamais j'ai eu envie d'échanger mon temps contre de l'argent à partir de cette époque-là. Donc là, t'étais en dernière année à. Non, là, Londres. c'était déjà 2-3 ans après. Ok. J'ai fait du SEO à fond Donc, tu gagnais pas pendant 2 ans. Ok. J'ai fait grossir mon stock. Tu ça vivais où? marchait T'étais bien. revenu sur l'Île-de-France? Oui. Ok. Ouais, j'avais des bureaux à Cergy-Pontoise à l'époque. Ok. J'avais pris des petits bureaux. Je m'étais associé avec un copain de mon école. On avait commencé à prendre un stagiaire. Tu vois, on avait commencé à structurer comme ça. On était 3-4. Ok. Full e-commerce. Full e-commerce au début. Uniquement sur ces t-shirts. Oui, alors après non, j'ai vendu des bracelets Shambhala, j'ai vendu plein de trucs, j'étais revendeur uncut, j'ai commencé à sourcer des produits, à faire des allers-retours tous les 3 jours au sentier, Ok. à acheter des bracelets, je revendais. Après j'ai commencé à aller au sentier, t'avais une grosse mode des bracelets Shambhala, c'était des bracelets avec des petites boules que tous les rappeurs avaient. Oui, et puis même moi c'est parfait parce que c'était quand j'étais jeune, donc je me souviens très bien. Autant je suis pas trop à la mode, mais à ce moment-là je vois Ça, très tu bien de travailles. quoi tu parles. Et tu vois, ça, j'allais au sentier, j'ai acheté 3 balles, j'en achetais 300. Le lendemain, je faisais un post sur mon réseau de 20 millions. Les 300, ils étaient vendus à 30 balles le truc. Ah ouais, Je faisais extraordinaire. des journées à 1000, 2000 balles de marge. Ça, c'était de la folie. Donc, j'ai commencé à vendre plein de petits autres trucs comme ça. Ok. Et du jour au lendemain, Facebook dit bon, maintenant, en gros, on veut plus trop de liens externes qui renvoient vers des e-commerçants. Donc- On veut mettre au centre du flux les articles de buzz, tu vois. Ok. Donc là, en fait, t'avais des motivateurs et minute buzz à l'époque. Ouais. Donc là, je les contacte. T'es un démotivateur, mec, incroyable. C'est vu ça. C'est marrant, tu te souviens de tout en plus, c'est cool. Ah bah oui, ça c'est mes débuts, c'est toute mon histoire. Et en fait, je les contacte et je leur dis ouais les gars, moi j'ai un réseau de 20 millions. En fait, j'ai l'impression que quand on met je commence à entendre des petits jeunes qui postent des articles et qui font 100 000 visites sur un article. Ok. Et je commence à me dire putain, il y a un trafic. C'était Minute Buzz. Non, c'était des petits jeunes à l'époque qui avaient des petits sites qui étaient même pas Minute Buzz. Et en gros, je les contacte et les gars me disent moi, si tu m'envoies 1000 visiteurs, je te paye 8 €. Je dis ok, d'accord, bon, on va tester, tu vois. Ouais. Et donc là, le deal. Donc là, je commence à. Donc je choisis un article de buzz, tu vois, un truc bien putaclic, tu vois. Ouais. Je le poste et là, je vois 500 000 visites dans la journée. Et moi, ce que j'avais fait, c'était prendre un article sur le site, le poster sur mon réseau. Ça m'avait littéralement pris 3 minutes. Et là, 500 000 visites à 8 €, tu vois, tu commences à prendre 3000 balles. Et là, c'était du net, j'avais 0 charge. Et tu pouvais en publier 3-4 par jour. Exactement. Donc là, folie, tu vois. Là, j'ai des étoiles dans les yeux. Et t'as quoi, t'as 23-24 ans à ce moment-là? Là, j'ai plutôt, je pense, parce que j'ai fait 3 ans pur SEO, 2 ans avec vraiment génération de trafic sur le e-com. Donc, je devais avoir 25-26. Ok. Entre 25 et, je pense, entre 24 et 27, j'ai fait ça. Ok.
Donc là, j'ai fait du gros cash. Donc là, j'ai investi partout. Je lançais des projets, je cramais de l'argent. Moi, Mais genre, je suis à fond dans les projets. t'en Donc publiais j'ai combien tout cramé. J'ai testé plein de trucs. J'ai lancé plein de trucs. C'était sympa. Mais t'as publié combien d'articles par jour? Bah après, j'en envoyais au début. On en envoyait un ou deux. Puis après, quand le reach baissait, pour garder le même chiffre d'affaires, on en envoyait 3, puis 4, puis 10 par jour. Mais après, ton chiffre d'affaires, c'était ta marge. Parce que ça te coûtait rien. Exact. Ouais, alors j'investissais quand même pour que les gens créent du contenu sur ces pages. C'était des pages thématisées, genre les fans d'animaux, Ok. les fans d'amour et machin. Ok. Et entre chaque post, j'avais quand même une. Ouais, enfin, t'avais une au moins 50 publication. points de marge. Mais ah oui, non, mais c'était 90 points même. Ouais, t'avais Donc 4. ça, c'était énorme. parce que tu ça faisais- m'a permis de commencer à investir un peu dans l'IMO. Ok. Du coup, business de dingue. Facebook du jour au lendemain, pour te la faire rapide, parce qu'on a le temps qui presse. Facebook dit maintenant, nous on devient un péage, maintenant tu veux du trafic, tu payes. Arrivée de la régie pub. Ouais. Là, je me dis, bon, je suis dans les premiers sur la régie pub, il faut que je vende un high ticket de dingue et que je prenne un cut. Et je me dis, bon, bête et con, c'est quoi les plus grosses industries classiques dans le physique? Quelle est la plus grosse dépense d'un humain dans sa vie? Et là, je me dis, bah, la plus grosse dépense d'un humain, c'est l'IMO. Quand tu achètes quand tu T'achètes une maison 300, 400 000. c'est 300, 400 000. Et là, je me dis, il faut que je prenne un cut sur ça. Et à cette époque-là, c'est l'explosion de l'immobilier. Tous les taux sont à 1%. Je vois des pubs loi Pinel partout sur tous les sites. C'est marrant dans ce que tu me dis, pardon de te couper, mais t'as été assez visionnaire quand même. T'as toujours eu un peu un temps d'avance. Toujours. Et du coup. J'appelle ça de la chance. Les gens ils me disent que je suis assez visionnaire. Ouais. Non, ouais, t'as été visionnaire. Mais oui. Mais par contre, c'est un tacle volontaire, mais sans être méchant, mais t'es presque un peu en retard sur LinkedIn. Ou tu penses que t'es quand même au bon timing? Non, je pense que sur le personal branding, on est vraiment au tout début. Ah, tu crois? Je pense que demain, des millions de personnes en France vont vivre avec une audience de 3-4 000 abonnés. Ok. Des millions de personnes. Je pense qu'on est au tout début de la creator economy. Ok. Parce que souvent, on me dit, t'es un peu en retard sur LinkedIn, mais en fait, à l'échelle du temps, LinkedIn, ça fait que 2 ans que ça marche. Ouais, ça fait, c'est ça. C'est hyper jeune. Ouais, bien sûr. Et moi, je me suis lancé il y a 1 an et quelques, tu vois. Donc, Ouais. je suis pas arrivé au tout début quand t'avais les Théo-Lyon, etc. Mais 1 an après, j'ai pris le pas, tu vois. Ok. Donc, non, ça, je pense qu'on est au tout début de la creator economy, mais pour faire vite, en gros, je passe en media buying, je vends de la loi Pinel. Ah bah attends, on va y rester. Ouais. Il nous reste un petit quart d'heure, on va Vas-y. profiter parce que c'est extraordinaire cette histoire. Raconte-moi et on viendra après sur la creator economy. Mais du coup, tu fais quoi? Tu switches, donc tu te dis, ok, focus, c'est intéressant. Bon, tu le racontes a posteriori, mais c'est vachement. Tu te dis, ok, je vais aider les promoteurs. Ouais. On est en, du coup, j'imagine 2016-2018, quoi, quelque chose Exactement. comme ça. Ok. Et là, je commence à contacter au début des régies publicitaires qui sont des intermédiaires entre le promoteur et les médias buyers. Ouais. Et je leur dis, vous payez combien au lead? Ouais. Tu vois, donc un lead, une fiche contact de quelqu'un qui a dit, je suis intéressé pour investir et tu la vends. Et les mecs me disent, ouais, on paye. À l'époque, c'était 35 balles parce que c'était très facile de générer du lead. Donc au début, ça payait pas trop. 35 balles. Bon, je teste. À l'époque, déjà, j'avais mon avocat qui m'avait branché avec un petit CGP à Reims qui voulait des leads sur la région de Reims. Ok. J'avais fait un test en native ads, même pas sur Facebook, et j'avais compris que je sortais le lead à 15 balles. Ok. Et ce client, il voulait 10 leads par mois. Ok. Et moi, je commençais à me dire, putain, mais je lui revends le lead 35 balles, je le chope à 15 balles, il en veut que 10, mais en fait, moi, je peux en générer 500 dans la journée. Je me dis, mais pourquoi je reste avec ce petit CGP à Reims, en fait? Ouais. Et donc, je commence à aller voir des régies pubs qui sont capables d'acheter sur toute la France. Ouais. Elles me disent 35 balles, donc je lance des ads. Ouais. Et là, incroyable, quoi. Je me rends compte que Tu l'as touché à combien? je suis capable, je l'ai touché à 15 balles. Ok. J'ai touché Et là, à tu fais 15 balles. t'en vends 500 par jour. Et là, je commence à en vendre 500 par jour et je commence après à travailler en direct chez les promoteurs. Et là, ils te Je les achetaient commence à combien? mutualiser 3 fois 35 € le lead. Parce que je me rends compte qu'au début, je connaissais rien. Ouais. Je me rends Ah, tu compte le vendais qu'en fait, 100 balles? Je le vendais 35, mais Ouais. la régie le mutualisait. Et le vendait 100 balles, genre. Le vendait 2 fois 35 Ok. ou selon les régions, si c'était Paris, 3 fois 30. Donc soit il faisait 70 balles, soit 90. Et donc je me rends compte que on peut le mutualiser. Ouais. Et là je me rends compte que je peux choper des leads à 15-20 balles et en Et les tirer en vendre moyenne. 70. Alors tu les vends 70, mais tu sais, t'as des leads invalidés, t'as Ok. un pourcentage de leads qui crachent, etc. Donc si tu lissais, t'enlevais les leads invalidés, les faux numéros, Ça les faisait machins, t'étais 50 à balles. 50 balles, Ok. tu vois.
Mais je chopais à 15-20 balles, je revendais 50, et là, je commençais à en faire 500 par jour. Et là, je rentre dans les 50 plus gros acheteurs pub de Facebook Europe-Afrique. Ah ouais. Facebook ne comprend pas. C'est qui cet ovni c'est qui cet ovni machin. J'ai que des boîtes du CAC 40 et l'autre, il est tout seul dans sa chambre. Et là, je me dis, je tiens un truc de fou. Donc là, je me concentre que là-dessus pendant 3 ans. Donc là, t'es solo à faire ça. Je suis solo avec un associé dev, parce Ok. qu'à l'époque, t'as pas de no-code et t'es obligé de faire des tunnels de conv. Ok. Et en fait, en fonction de la région où je chope le lead, j'ai des CGP et des promoteurs qui achètent en fonction de là où ils font de la promotion immobilière des leads que dans telle et telle région. Donc je crée un CRM qui dispatche les leads en automatique, qui les mutualise avec mon associé dev. Donc tu Et, bossais 2-3 heures par jour, toi, en Ah réalité. non, là par Tu contre, charbonnais. là, vu que je voyais que je pouvais faire du gros cash, Ouais. là j'achetais de la pub toute la journée de 10h du mat à 2h du matin. J'étais devant mon ordi et je tradais de la pub. Ah ouais. Donc, toute la journée, je lançais des campagnes, je pilotais au centime. Et je me disais, bah, vas-y, va chercher encore plus. Là, j'avais confiance que j'étais sur un momentum. Ouais. Et là, quand tu es là-dessus, tu bouges pas, tu focus et tu travailles comme un fou parce que tu sais que ça va pas durer peut-être 300 000 ans. Ouais. À cette époque, les promoteurs pensaient qu'il n'y avait pas de CSP+, sur Facebook. Donc en fait, les promoteurs ne faisaient pas de Facebook Ads. Ok. Donc en fait, moi, je leur disais que je vendais des leads Google parce qu'en fait, eux, ils disaient les CSP+ ne sont que sur Google en search Ouais. et sur Facebook, c'est les bolos. Ouais. Et donc en fait, moi, je leur disais ouais, je vous fais du Google. Et en fait, je faisais du Facebook et je fermais ma gueule et je disais à personne que c'est Facebook. Et de toute façon, ils closaient, ils s'en foutaient. Et ils closaient très très bien. Ils avaient un super taux de closing, donc ils me disaient vas-y, fais-en plus. Mais ils comprenaient pas le volume, tu vois. Eux, ils étaient premiers sur Google, ils me voyaient pas trop. Ils disaient putain, le mec il fait du Google où je comprends pas, tu vois. Il y a pas ce volume sur Google, c'est pas possible. Et donc là, je bastonne, j'achète de la pub du matin au Mais soir. t'as fait des journées où Je fais des journées à 20 000 balles de marge. C'était Ah ouais, c'était un hallucinant. film. Ouais, c'était un film. J'ai sorti des mois à 350 000 balles de marge. J'ai fait 1 million un peu plus d'1 million de résultats en l'espace de 2 ans. Ok. Et c'est comme ça que j'ai tout investi dans l'IMO Ok. et que je me suis passionné pour l'IMO. Ok. Et que ensuite je me suis mis à parler d'IMO sur LinkedIn parce Ok. que maintenant je cherche à être à l'intersection entre l'IMO et le digital. Ok. C'est Mais ça du coup- ma zone de génie maintenant. Du coup, par contre, il y a une demande énorme pour les gens qui veulent investir. Alors après, c'était À ce aussi un moment-là- momentum, mais c'était énorme. C'était n'importe quoi. À ce moment-là, tu vendais du Pinel comme ça. Surtout qu'il n'y avait pas la loi du plafonnement des commissions. Ouais. Donc tu avais énormément d'intermédiaires comme les CGP qui Ouais. prenaient 10 points de marge à Ouais. chaque truc vendu. Ouais, c'était. Donc les mecs, ils vendaient des trucs à 300 000 balles, ils prenaient 30 000 euros de Ouais. commission. Ouais, c'était Donc énorme. moi, je peux te dire que mes leads, ils les achetaient, mais tout azimut, no limite, ça achetait du lead. À cette époque-là, j'aurais pu monter un énorme truc de CGP, j'aurais pu faire... Je pense qu'avec mes leads, mes clients ont vendu pour 100 millions d'IMO. Tu vois, j'avais calculé un peu sur les taux de conversion. Ah ouais, tu penses? Ouais, bon, je suis certain même. Et donc à cette époque, Oui, j'aurais donc pu en fait, scaler, mais je suis resté focus en me disant tu tapes ça, tu deviens Ouais, un puis- expert là-dedans et c'est dur de Ouais. tu vois, de tout faire. Donc T'as j'ai pris essayé l'argent de que t'avais monter à des prendre et technos, puis, de structurer, etc. Mais en fait, je m'étais dit tu fais du cash à mort et tu le mets dans l'IMO. Hmm. Et plutôt que de valoriser une boîte, je suis parti sur un business model où en fait, qui est un peu particulier en France, que très peu de gens pratiquent, c'est en fait plutôt que de valoriser une boîte, prendre des employés et de revendre une boîte à par exemple, je sais pas, 2, 3, 4, 5 millions d'euros dans 5 ou 10 ans, je m'étais dit en fait, si tu fais du cash flow pendant 10 ans et que tu réinvestis tout dans l'IMO, Ouais. tu auras la même valo que si tu fais une boîte. Ouais. Sauf que ma qualité de vie sera bien meilleure Ouais. parce que je reste solo Ouais. et gérer de l'IMO, enfin l'IMO c'est assez facile de Ouais, faire des ouais, millions quand ouais. tu as un peu de cash. Ouais. Et donc je m'étais dit c'est beaucoup plus c'est un business beaucoup plus lifestyle, beaucoup Ouais. plus serein. Ça Je suis pas noyé correspondait à dans ce les que tu voulais réunions, faire. ça Ouais. correspond plus à ma personnalité. Donc je me Ouais. dis tu fais du gros cash et tu mets dans l'IMO. Et depuis c'est ça mon objectif. Faire du gros cash, mettre dans Et l'IMO. t'as faire acheté quoi gros du coup cash, en IMO? Bah, j'ai acheté un corps de ferme que je rénove Ok. avec mon frère tous les samedis depuis 5 ans là que je suis en train de finir. J'ai acheté une résidence principale, j'avais acheté une T'as résidence combien de fonction. logements dans ce corps de ferme? J'avais acheté un logement de tourisme dans le sud-ouest et j'avais Ok. acheté des bureaux à Boulogne, tu vois, donc j'avais acheté pas quelques trucs. Et ce corps de ferme, tu fais combien de 6 logements? logements. 6 logements? Là, j'ai mis 300 000 euros d'achat de bâti, 350 000 euros de travaux. C'est T'aurais du pas eu compte courant intérêt à- d'SCI.
T'aurais pas eu intérêt à le déléguer à des artisans? Alors j'aurais eu... À cette époque-là, je connaissais rien. Ok, ça t'a fait plaisir de tu l'as fait Ouais, ça m'a ok. fait plaisir. J'étais tout le temps sorti d'un moment où je m'édiabaillais 12 heures par jour. Ouais. Je voulais apprendre un peu le manuel, sortir un peu. Et ça me faisait marrer de faire ça avec mon frère. Donc je l'ai fait en mode, je prends de l'expérience, ça m'amuse. Avec le recul, j'aurais sûrement fait autrement. J'ai mis 350 000 euros. Mais là, ce qui est cool, c'est que du coup, bon, bah là, je vais prendre du coup à peu près, tu vois, 3 500 euros net là, tous les mois, parce que j'ai du compte courant à récupérer. Donc là, maintenant, pendant 10 ans, j'ai 3 500 euros net. Je suis un peu fire. Et donc, je peux ne plus courir après l'argent, miser à fond sur mon personal branding, kiffer, lancer des partenariats, tester des bises, voyager. Et donc, maintenant, je vais rentrer là dans une période un peu plus cool. Ok. Où je vais peut-être même arrêter de prendre des clients. Ok. Je sais pas, je vais voir. Mais du coup, j'aurais fait plein de choses autrement. C'est censé être terminé quand? Mais c'est mon histoire. Et c'est Ouais, et puis après... c'est ce qui m'a permis d'émerger aussi sur LinkedIn. Ouais. Parce que les gens me voient sur Insta et LinkedIn. Voilà, j'ai fait un corps de ferme, j'ai appris la plomberie, j'ai appris la maçonnerie. Donc le gars se dit, bon, lui, ça a l'air d'être un bullshitter, il fait du storytelling, il est très bon en market. Mais il parle 10 mots et il a quand même mis les mains dans le cambouis. Et il y a un énorme respect dans le milieu immobilier. Quand tu dis j'ai rénové un corps de ferme de mes mains, c'est le truc le plus difficile. Ouais. C'est pas forcément le plus rentable. Ouais. Mais c'est ultra respecté. Parce que Ouais. t'as beaucoup de gens qui sont très très gros en IMO, des gros millionnaires, etc., qui ont commencé comme ça aussi et qui voient la difficulté que c'est de rénover un corps de ferme. Donc ça m'a mis une street cred de dingue. Et c'est notamment ce qui m'a permis d'émerger sur LinkedIn parce que ça a imposé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que de manière générale, quand tu fais des choses qui sortent des sentiers battus, moi, c'est quand je me suis positionné sur un lotissement à l'époque. Ouais. En fait, tu passes auprès de tous les investisseurs et ils se disent, lui, c'est un zinzin, lui. Lui, c'est vraiment un zinzin. Tout le monde fait son locatif classique, etc., avec ses stratégies, courte durée, machin, etc. Mais les gens, ils se disent, mais c'est un ouf de partir sur un truc. Enfin, tu passes dans l'écosystème dans lequel on est, où tu as peu finalement de professionnels, tu as plutôt des gens qui se lancent et qui font leur activité et qui construisent le truc. Bah, du coup, tu passes sur un œil un peu professionnel. Et je pense que c'est en effet ce qui a dû se passer aussi sur ce sujet-là. Enfin, moi, j'ai vraiment senti un avant-après dans l'esprit des gens. C'est street cred, quoi. Plus jamais on a, même si c'était pas le cas avant, mais on a remis en cause des compétences ou un savoir sur un sujet, etc. Machin, puis même, tu apprends plein de choses en faisant ça aussi. Donc ça te permet aussi de progresser énormément et tu fais des choses que les autres voient pas. Enfin, c'est le track record. Donc c'est là tu campandes là-dessus, c'est important. Ouais. Faut montrer show, don't tell, quoi. Toujours. Ouais, bien sûr. Mais du coup, t'as fait 1 million d'euros en vendant indirectement du Pinel. Ah oui, complètement. Salaud. Et tu savais que c'était de la merde à ce moment-là ou... Mais je suis pas d'accord là-dessus. Ouais. Je suis pas vraiment d'accord. Ouais, t'as le droit, hein, mais... Mais non, parce qu'en fait, quand je les ai vendus... Alors, quand tu vends je les ai vendus il y a 5 ans. Quand tu vends pour faire de la construction... construction... Quand tu regardes les prix de l'IMO depuis 5 ans, t'as très très peu de gens qui ont perdu... T'as très peu de gens qui ont perdu de l'argent. Les prix ont explosé derrière. Oui, mais... La défisque, elle fonctionne. Ouais, alors non, parce qu'en réalité, tu vas te retrouver à payer de l'imposition sur les loyers que tu vas toucher, alors que si t'as fait... Même si en ce moment, c'est... les gens ont économisé 64 000 euros d'impôts sur 12 ans. Oui, mais ils payaient des loyers sur les revenus qu'ils touchaient. Donc il faut voir la compensation, mais... Ils payaient des loyers. Ils payaient des impôts. Bah non, tu payais pas d'impôts avec le Pinel. C'était un effacement d'impôts. Oui, mais tes loyers sont en nu. Donc là où tu as du meublé, où tu as amorti, et donc tu te retrouvais à avoir une équivalence, parce que du coup... Alors là, c'est en train d'être questionné. Non, c'était déduit le Pinel. Le Pinel était déduit de tes impôts. Tu payais pas d'impôts pendant 12 ans. Oui, mais le loyer que tu touchais... Eh ben, il était déductible. Ah ben, t'es imposé sur les loyers que tu génères, hein. Oui, mais du coup, comme tu récupérais, en fait, t'étais pas imposé. Oui, voilà, exactement. Donc tu payais pas d'impôts pendant 12 ans. Oui, mais t'aurais fait du meublé, ça aurait fait la même chose. Tu vois, t'aurais pas eu d'impôts supplémentaires et t'aurais gagné tes loyers. T'as moins de gestion quand même sur le nu. C'est 2 profils différents. Oui, mais tu payes plus cher et tu loues moins cher. Mais ça revenait au même. Ça revient au même, hein. Non, ça revient pas au même. Parce que c'est du neuf quand même, donc c'était des performances énergétiques qui étaient pas pareilles qu'un ancien meublé. Ça, je suis d'accord. Pour moi, c'était kiff. Pour moi, c'est beaucoup plus passif le Pinel. Parce que t'as des gens qui restent 5 ans, 7 ans. Ouais. Et c'est plutôt, en fait, c'est deux trucs différents. Le LMNP, t'achètes de l'ancien, tu meubles, tu gères, t'as la déclaration à faire en fin d'année, etc. Le Pinel, les gens te disaient, je fais tout. Donc le Pinel, c'était plutôt des cadres qui voulaient faire de l'immobilier comme on fait de l'investissement. Je suis tout à fait d'accord. C'est 2 cibles différents. Mais sur une majorité, pas sur la totalité, mais sur une majorité, tu payais largement plus cher que ce que le marché valait, même si tu comparais à du neuf. Le marché a tellement explosé que en fait, ça c'est... Mais du coup, ça s'est lissé. Mais ceux qui ont acheté en 2010, par exemple, et qui ont vendu en
en 2018, bah, ils n'ont pas forcément fait de plus-value, voire même des fois des moins-values. Et en plus, la plus-value que tu la comptes par rapport à leur départ, mais le marché a tellement augmenté que si j'avais acheté quelque chose dans l'ancien, ils auraient probablement fait une plus-value. Ouais, mais tu sais, c'est souvent décrié, mais en réalité, Ah si, je maintiens. Le Pinel, ça marche quand même. Il y a plein de gens qui se sont enrichis avec ça. 90% des gens, ils sont hyper contents du Pinel qu'ils ont fait. Ah non, mais ils se sont enrichis, ça je l'entends, mais ils se sont moins enrichis que s'ils avaient fait un projet. Oui, mais ils se sont moins enrichis que s'ils étaient lotisseurs, ils se sont moins enrichis que s'ils faisaient de la construction-revente, ils se sont moins enrichis que s'ils faisaient de l'entrepreneuriat. Ils s'emmerdent. Après, dans ce cas-là, tu t'arrêtes plus. Il y a toujours moyen de gagner plus. Ouais, bien sûr. Là, c'était un produit où tu faisais rien. Ouais. Le promoteur, il faisait tes déclarations d'impôts, il te trouvait le locataire, tu avais frais de notaire réduits. Ouais, bien sûr. Tu avais le prêt à taux zéro. Ouais. Non, je trouve que c'était pas un si mauvais produit, parce que, honnêtement. Quand tu fais les calculs et que tu regardes, tu vois, par exemple, il y a un mec là avec qui j'ai échangé qui avait acheté un truc à Angers. Il l'a acheté à un prix en plus assez haut sur le marché parce que ça a bien augmenté et là ça s'est stabilisé. Il a acheté un T3 il est à 220 000 je crois, quelque chose comme ça, et il le loue 800 balles par mois. Aujourd'hui, un T3 sur Angers, si tu optimises bien, tu peux louer un peu plus cher et tu ne le payes pas ce prix-là à l'entrée, tu vois. Surtout il y a 4-5 ans. Il y a des gens qui ont surpayé de l'IMO. Après, en soi, c'est pas la faute de la loi Pinel. Tu peux faire la même mauvaise affaire dans l'ancien. Là où c'est la faute de la loi Pinel, c'est que la loi Pinel, les gens ont eu l'impression d'avoir une économie d'impôt qui n'était pas une vraie économie d'impôt. Et donc, du coup, c'était pas une impression, c'était une économie d'impôt. Mais non, parce que s'ils avaient fait du meublé, ils auraient eu l'équivalent. Oui, mais parce que toi, tu prends un autre référentiel. Mais à ce moment-là, tu peux dire s'ils avaient fait du patrimoine historique, s'ils avaient fait du cœur de ville, oui, il y a plein d'autres dispositifs de défiscalisation. Ouais. Mais du coup, ce qu'on te vend en te disant que tu vas faire une économie d'impôt, n'en est et du coup ça a permis d'augmenter. Donc en fait oui, comme tu dis, c'est l'équivalent du meublé. C'est pas moins bien en économie d'impôt. C'est la même chose. Le résultat est quasiment le même d'un point de vue financier. Par contre, du coup les promoteurs en ont abusé. Parce que du coup, ils ont vu que ça se vendait très bien et facilement, et donc ils ont majoré leur prix. Mais c'est normal. Dans un marché où tu as plus de demandes que d'offres. Tu as eu une bulle à ce moment-là, clairement. Tu as eu une bulle. Donc oui, c'est un peu, tout le monde a un peu abusé à un moment. Mais ils en ont profité, et c'est normal. Tu avais plus de demandes et moins d'offres que de demandes. Et donc, de fait, ils en ont vendu plein et massivement. Mais c'est vrai que quand tu regardes, du coup, ça a augmenté les prix, et probablement qu'ils ont surpayé. Mais si la demande était plus lisse, peut-être que le Pinel aurait été plus intéressant, parce qu'il aurait été plus au prix marché. La vraie problématique, c'est vraiment d'avoir un prix marché et d'avoir des loyers plafonnés alors que tu peux louer un peu plus cher. Sauf que tu dis, cette personne-là, elle aurait mieux fait de faire un LMNP. La réalité, c'est que les gens, ils venaient pour la défisque. Ouais. Et donc, en fait, les gens, s'ils n'avaient pas fait un Pinel, ils n'auraient pas fait d'IMO. Et c'est là où je suis d'accord avec toi. Et donc, en fait, du tout coup, à fait. Grâce à ça a permis de lancer dans l'IMO. Ils ont capitalisé, et aujourd'hui, en fait, ils sont en autofinancement. Et c'est bien mieux que de rien faire. Et c'est bien mieux que de rien faire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Globalement, c'est bien mieux que de rien faire. Bah oui, ça a plein de gens à se créer un patrimoine, en fait. Mais en France, d'ailleurs, c'est une des problématiques. C'est que les gens n'investissent pas s'il n'y a pas de promesse de défisque. Et c'est tout le problème qu'on a en ce moment. En effet, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Les profils salariés. Profil entrepreneur, on voit les choses un peu différemment. Nous, on est tout le temps. Non, mais c'est vrai, globalement, c'est pour ça que nous, on parle beaucoup à des entrepreneurs. Ça joue énormément. Bon, on est tenu par le temps. C'était sympa d'échanger. J'ai 2 questions pour terminer. On a fait le tour. C'est quoi ta passion inavouable ? Inavouable ? Ouais. C'est marrant comme une question. Passion inavouable. Inavouable, mais suffisamment avouable pour que tu puisses le dire. Puisque moi, j'en ai plein qui viennent me voir en off après. Bon, je pouvais pas te le dire. C'est l'alcool, moi. J'ai du mal. Il faut que j'arrête de boire pour la productivité, etc. Ouais. Mais j'aime bien quand même un peu boire un coup avec des potes, en after work, etc. Ouais. Donc ça, c'est un peu ma passion inavouable. J'aime bien le mood dans lequel ça te met. Okay. Et comme je prends pas vraiment d'autres drogues, c'est un peu mon seul truc. Et ça, c'est un peu une passion inavouable, je pense. Tu te mets des cuites de manière régulière. Ouais, quand même. Ouais, j'aime bien. Okay. Mais c'est un vrai sujet pour moi quand même d'arrêter parce que j'ai déjà arrêté à 1 mois, 1 mois et demi. Ouais. Et qu'est-ce que t'es bien, qu'est-ce que t'es productif, qu'est-ce que t'as les idées claires. Ouais. Et donc, c'est un peu mon sujet du moment. Ok. Et quand tu dis arrêter 1 mois et demi, tu bois plus rien ? Zéro, ouais. Ouais, ok. Zéro. Ouais. Alors, de là, arrêter en vacances, je trouve ça trop dur. Ouais. C'est un peu en vacances, c'est trop passion inavouable. Au Maroc, ça avait l'air d'être la fiesta. Hein. Ouais.
en networking, quand on part à l'étranger, avec des entrepreneurs, quoi. C'est assez dur. Ça, je suis pas prêt. Par contre, dans la vie de tous les jours, sur les after-work parisiennes, les déj, etc., là, j'essaye vraiment plus boire. d'arrêter. Ouais. Ça fait vraiment partie des habitudes. Tu vois, hier soir, on était en after-work. T'as rien bu? J'ai rien bu, non. Ok. Je suis à la ginger beer maintenant. Ok. Et du coup, c'est vrai que pour écrire, j'ai une meilleure clarté d'esprit. Ouais. J'ai plus la grinta le matin. Ouais, bien sûr. Donc, passion inavouable. Mais ça fait partie du business aussi, de la manière dont tu le fais. Moi, je sais qu'aujourd'hui, tu vois, on avait fait les OKR au départ sur ce qu'on devait faire. Et en rigolant, on s'est dit, bah, Maurice, si t'as pas une cirrhose du foie à la fin de l'année, c'est que t'as mal bossé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça joue énormément. Surtout à Paris, on a un lifestyle on aime bien se tu voir vas prendre après le boulot. un petit verre de vin, machin. C'est comme ça que tu fais du networking. Ouais. Et si on te dit, ouais, tu bois un verre, ah bah non, je bois pas, machin. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est parmi les choses les plus dures aujourd'hui parce que les plus ancrées dans la société. Accepter aussi quand tu fumes, bon, ça pue, les gens, c'est ok, mais du coup, il faut sortir. Moins dans les entrepreneurs. Ouais, les gens fument beaucoup moins. Voilà, bon, prendre des drogues, c'est autre chose. Mais tu vois, en gros, entre cigarettes et alcool, c'est vrai qu'alcool, t'es au restaurant, on te propose un petit verre. Ah, bah allez, c'est facile. sympa. Quoi, tu bois pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas en ce moment? C'est ça. T'as une vraie pression. Ils sont très forts parce que du coup, ils ont réussi à intégrer ça. Ouais, c'est clair. Dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui aurait été intéressant d'aborder selon toi pour bien comprendre qui tu es? Ouais, moi, le sport, ça a une grosse place dans ma vie. J'ai vraiment besoin de bien me sentir dans mon corps pour être bien dans mon business. Je prends beaucoup de temps, je fais 10 000 pas par jour, en sport tous les jours, etc. Et donc, c'est un truc que j'ai envie de plus parler. Je trouve que les gens se préoccupent trop peu de leur santé. Et moi, c'est un truc quand même qui me tient à cœur. Donc, je suis vachement dans le côté gère mes pics de glucose, tu vois, de sucre à la glucose godness. Ça a changé ma vie aussi en termes de concentration, d'état d'esprit, ouais. De plus boire, de plus manger de sucré le matin, etc. Et j'ai envie de parler de plus de santé. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est sous-estimé. Il y a deux choses qui sont sous-estimées, je pense, c'est la santé et les relations amoureuses dans l'entrepreneuriat. C'est hyper important on en parlait d'avoir la bonne nana qui te soutient, qui a potentiellement aussi un mindset, projet, entrepreneur, etc. On en parlait avant. Et donc ça, c'est deux sujets sur lesquels j'ai envie de plus prendre la parole. Et que je trouve qu'ils sont un peu... la santé, c'est un peu... on en parle un peu, on commence à pas mal en parler avec le biohacking, etc. Et les relations amoureuses, on en parle moins. Mais aux États-Unis, quand tu écoutes des grands entrepreneurs comme Hormozy, il y a vraiment beaucoup de gens qui t'expliquent que avoir la bonne nana, ça les a propulsés en tant qu'entrepreneurs. Ah, mais c'est sûr. Et c'est vrai qu'en ce moment, plutôt que je cherche vachement, moi, à vraiment trouver la bonne femme. Parce que je pense que mon next game, plutôt que de chercher le prochain business ou la prochaine opportunité, je pense que si t'es bien dans ta vie et que t'as vraiment quelqu'un qui te pousse et que t'es en symbiose, c'est clair. Tu peux exploser. Oui. Et Hormozy l'explique souvent quand il a rencontré Leïla, etc. T'as plein d'entrepreneurs aux États-Unis qui l'expliquent. Tout à fait d'accord. Ça, je trouve, c'est sous-coté. Je pense qu'il y a 3 étapes. Il y a l'amusement. Donc, tu vas à gauche, à droite, etc. Plaisir, c'est marrant, machin, pourquoi pas. Mais du coup, compliqué d'être focus sur des activités à côté. 2, avoir quelqu'un dans la vie qui permet du coup d'avoir une stabilité et donc de pouvoir progresser et avancer davantage. Et 3, la bonne personne. Parce que tu as beaucoup de personnes qui prennent par facilité quelqu'un et donc, du coup, c'est pas... Et j'irais même plus loin. En fait, je pense que des fois, on n'arrive même pas à se rendre compte si oui ou non c'est la bonne personne. Et donc réussir à comprendre qui peut être la bonne personne avec qui ça se passe bien et comment ça peut se développer en se comprenant soi-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se séparent au bout d'un moment, mais plutôt vers 40 ans ou ce genre de choses, parce que simplement ils sont dans des vies où en fait ça leur plaît pas, mais tant professionnellement que personnellement, et qui acceptent des choses et ils se rendent compte que finalement ça leur convient pas. Et je pense que ces 3 étapes-là font que d'un point de vue entrepreneuriat, à chaque fois tu connais un scale qui te permet d'aller chercher beaucoup plus haut. C'est vachement lié, ouais. Ok. Bon, bah écoute, merci d'avoir évoqué ces sujets. Peut-être qu'on te verra sur LinkedIn parler de ça dans quelques mois, quelques semaines, quelques mois. C'est possible. En tout cas, c'était cool de te recevoir. Et puis, merci d'être venu. Moi, je vous dis, merci à toi. On vous dit à bientôt. Et puis, on se reverra peut-être dans quelques années pour faire un autre podcast et puis voir ce que ça a donné, si
si t'as quelqu'un qui t'a permis d'aller chercher le scale. Avec plaisir. À bientôt. Bon, bah voilà.